Bienvenue dans ce webinaire organisé par le GIE Cézanne Vital sur la réurbanisation des fournitures Cézanne Vital, appelée FSV 1.40.14. Nous avons été obligés de réurbaniser les fournitures pour gérer deux supports, le support carte vitale à puce et le support numérique AppliCarte Vitale. Alors, vous êtes nombreux à être inscrits aujourd'hui. Tout le monde n'est pas encore connecté. En plus, j'ai vu qu'il y avait des problèmes de son. Donc, du coup, je vais faire un petit peu de blabla le temps que tout le monde se connecte. Alors, aujourd'hui, je vais me présenter parce que je me suis aperçue lors des webinaires précédents sur la nanomite, j'avais présenté mes collègues experts qui présentaient les slides, mais j'ai oublié de me présenter moi. Donc, la plupart d'entre vous me connaissent, mais voilà, il y a un certain nombre de personnes, éditeurs, et des éditeurs qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Sylvie Calu, je fais partie de l'équipe Relations industrielles du GIE Cézanne Vital, sous la responsabilité de Sophie Buet. Donc, je travaille, mon sujet c'est l'AppliCarte Vitale, le déploiement de l'AppliCarte Vitale sur différents usages. Alors, le principal usage aujourd'hui de la carte vitale à puce, c'est chez le professionnel de santé, en proximité du professionnel de santé. La carte à puce est lue, elle signe les factures électroniques. Donc, l'appli carte vitale est censée offrir le même service, donc être lue et contribuer à la signature de la facture. Donc, ça, c'est le premier usage de l'appli carte vitale, c'est au moins être iso-fonctionnel avec le terrain aujourd'hui. Et puis, je travaille également sur les futurs usages de l'appli carte vitale. Alors, les futurs usages, on a imaginé déjà un principal, c'est de pouvoir s'identifier et s'authentifier à distance avec l'appli-carte vitale. Alors, à distance, ça veut dire, par exemple, sur des portails de prise de rendez-vous en ligne, sur des portails de télémédecine, des applis mobiles, d'ailleurs, de télémédecine. Et le fait de s'authentifier à distance, c'est un petit peu comme s'authentifier en proximité du professionnel de santé. On remontera un certain nombre d'informations qui seront qu'on appellera des identités numériques, donc l'identité état civil, données d'assurance maladie d'identification AMO, données d'identification assurance maladie complémentaire et INS. Voilà, donc c'est un gros projet qu'on prépare au GIE là, en ce moment, et qui sortira d'ici la fin de l'année pour mise à disposition des éditeurs du marché. Alors, ce sera plus des éditeurs qui s'adresseront aux patients, mais finalement, ça va bénéficier aussi aux professionnels de santé qui récupéreront de cette façon-là des identités numériques fiables et sécurisées. Et puis, on réfléchit également à d'autres usages. On a travaillé avec un certain nombre d'éditeurs, dont un certain nombre d'entre vous sont ici présents au webinaire, mais pas tout le monde, pour imaginer les futurs usages de l'appli-carte vitale. On a fait un appel à projet sur le sujet. On a travaillé avec 10 acteurs du marché pour réfléchir aux futurs usages de l'appli-carte vitale afin que l'appli-carte vitale, finalement, se déploie correctement, puisqu'elle non seulement elle rendra les services que rendra la carte à puce, mais en plus, elle proposera d'autres usages. Elle facilitera d'autres usages et d'autres cas terrain. Voilà, j'ai fini mon petit blabla, mais j'ai pas encore tout le monde qui s'est connecté. Donc, je vais continuer. Je vais vous parler un petit peu aussi de l'espace industriel. Donc, vous avez pu noter qu'il y a une page AppliCarte Vitale. Sur cette page AppliCarte Vitale, il y a un certain nombre d'informations, des généralités sur l'appli-carte vitale, notamment le manuel utilisateur de l'appli-carte vitale, des éléments graphiques, le logo que vous pouvez utiliser dans votre logiciel, et puis la fiche d'information de livraison du package web service AppliCarte Vitale. Il y a aussi sur cette page AppliCarte Vitale une rubrique vidéo sur laquelle il y a un lien, et ce lien mène vers la chaîne GoToWebinar sur lequel vous récupérez toutes les ressources pédagogiques pour vous former à la nanomite, le replay de tous les webinaires passés sur le sujet, des films, des tutos, etc. Il y a aussi la fac, avec les questions-réponses qui ont été remontées lors des différents webinaires qu'on a jugé pertinent de mettre dans cette fac-là. Et comme d'habitude, donc ça c'était la page AppliCarte Vitale, qui est une nouvelle page, mais sinon vous avez comme d'habitude des pages facturation Cézanne Vital, fourniture d'agréments, référentiels, dispositifs intégrés, DMP compatibilité et TLSI.
ces pages-là, c'était des pages qui existaient avant l'API Orbital. On a juste rajouté les packages qui intègrent l'API Orbital dans ces pages-là sur l'espace industriel. Voilà, voilà. Bon, je crois que je ne vais pas tarder à commencer le webinaire. Je vois qu'il n'y a plus de problème de son. Je suis désolée que vous ayez eu ces problèmes-là au départ. J'espère que ça va aller. J'attends encore 3 minutes. Alors, hop. J'espère que vous avez tous le son et que vous m'entendez, que vous me voyez. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que là, on va commencer tranquillement le webinaire. Et la première chose que je vais faire, donc du coup, c'est une présentation de mon collègue Éric Leribaud qui va présenter les slides sur la réurbanisation des fournitures césaritales. Éric? Oui, merci Sylvie. Bonjour tout le monde. On ne te voit pas, Éric. On ne te voit pas. On ne te voit Alors, pas. Est-ce que tu as oui, reçu voilà. Voilà, Voilà, très ça bien. doit être mieux. Donc, bonjour tout Peux-tu le te monde. présenter? Voilà. Je m'appelle donc Éric Leribaud. Je travaille dans le service qui développe les logiciels pour le poste de travail au GIE Cédam Vital. Et en particulier, je travaille sur les fournitures Sésame Vital. J'ai participé au développement des FSV 1.40.14 et c'est à ce titre que je vais vous présenter les évolutions de cette version des FSV. Très Voilà, bien. Merci, Eric. À tout à l'heure, alors. à tout à l'heure. Voilà. Alors, ce webinaire s'intègre dans une série de webinaires sur la DANDOM 8. On a eu en décembre un webinaire sur la compatibilité Applicar Vital, le passage au CNDA. Ensuite, on a eu en janvier un webinaire sur la partie Addendum 8, mais plus la partie réglementaire de l'Addendum 8, hors Web Service Applicar Vital. Ensuite, on a eu un webinaire sur les Web Services Applicar Vital. Et ce dernier conclut la série avec la réorganisation des fournitures Sésame Vital. Ce webinaire s'adresse aux éditeurs du monde libéral qui développent des logiciels pour les professionnels de santé exerçant en libéral. Il ne s'adresse pas aux éditeurs du monde hospitalier. En tant qu'éditeur, vous qui m'écoutez, vous pouvez poser des questions tout au long du webinaire par écrit. Je ne fais pas de lever de main, vous êtes trop nombreux. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'outil, vous voyez, il y a une petite, une petite fenêtre avec marqué dessus questions. Donc, vous avez possibilité d'agrandir cette fenêtre question parce que vous avez un petit carré avec une flèche qui part vers le haut. Si vous cliquez là, vous pouvez arriver sur cette fenêtre question et poser vos questions tout au long du webinaire. J'ai une équipe d'experts qui est mobilisée avec moi, voilà, enfin chacun chez eux à cause du Covid, mais on a des experts de l'assurance maladie, donc notre maîtrise d'ouvrage qui sont là pour répondre à vos questions, des experts du CNDA et des experts du GIE Sésame Vital. Donc je remercie tous les experts qui vont intervenir au cours de ce webinaire, qui vont répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long, vraiment tout au long du webinaire. Et puis à la fin, je vous demanderai de remplir l'enquête qui vous sera proposée à la fin du webinaire parce que ça sera un moyen de nous dire en fait ce que vous voulez. Si vous voulez d'autres webinaires, d'autres explications, si vous voulez qu'on organise une réunion juste avec votre société, le GIE, pour mettre en œuvre la DANDOM 8 et l'Applicar Vital, ça peut se faire, il suffit juste d'exprimer vos besoins, on essaiera d'y répondre au mieux. Voilà, allez, c'est parti pour les slides. Alors, le sommaire, donc la petite introduction, et puis ensuite on a un ensemble de paragraphes qui vont parler des fournitures Sésame Vital dans les 40-14. Premièrement, généralisation de l'utilisation des ordres transparents avec des rappels préalables.
Deuxièmement, éclatement des fonctions de mise en forme et de sécurisation, les fonctions des fournitures Sésame Vital. Quatrième point, prototype des nouvelles fonctions. Cinquième point, évolution des fonctions TLA. Et sixième point, évolution fonctionnelle. On conclura à la fin à nouveau avec moi pour vous aider. J'aurai des petites choses à vous dire. Voilà. Alors, l'introduction, je voulais juste resituer ce webinaire. Donc, les services déployés par les professionnels de santé concernés par l'appli Carte Vitale sont la facturation Sésame Vital, les téléservices intégrés, le DMP intégré et le dossier pharmaceutique. Aujourd'hui, on va faire un focus sur la partie facturation Sésame Vital. Mi-octobre, on vous a livré un certain nombre de packages. Bon, depuis, il y a eu quelques petites évolutions à la marge du manuel utilisateur de l'appli Carte Vitale et puis du document sur les échanges de proximité appli Carte Vitale. Mais globalement, on vous a livré le cahier des charges anatomiques avec les fournitures Sésame Vital 1.40.14, ainsi que le dispositif intégré V4.0 et ADRI V1.15 qui va aussi avec ces histoires d'appli Carte Vitale. On vous a livré aussi les web services appli Carte Vitale, donc tout ce qui est les SFG, les guides d'intégration, tout ça sur les web services de demande d'authentification appli Carte Vitale et de signature appli Carte Vitale, et également les specs de 7 TLSI à l'assurance maladie obligatoire qui sont concernés aussi par l'appli Carte Vitale. Vous allez livrer aussi, et je m'aperçois que j'ai oublié de le mettre sur le slide, le DMP, les specs du DMP compatibilité pour intégrer aussi l'appli Carte Vitale dans cette compatibilité DMP. Vous pouvez trouver ces packages, comme je disais au début du webinaire, sur l'espace industriel du GIE Sésame Vital. Il y a des nouvelles pages qui ont été créées pour les web services appli Carte Vitale. Et pour les autres services, donc facturation, TLSI, DMP, c'est un enrichissement des pages existantes avec des nouveaux packages qui ont été livrés. Par ailleurs, au niveau du CNDA, vous trouverez déjà les conditions particulières que vous allez pouvoir signer pour commencer la démarche avec le CNDA et récupérer l'appli Carte Vitale de test éditeur. Et vous pouvez également récupérer le cahier de test sur le site du CNDA. Donc aujourd'hui, notre focus est sur la partie bleue. Voilà, alors là je redis ce que je viens de dire. Effectivement, aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur la partie technique des fournitures Sésame Vital 1.40.14. Et c'est Eric tout à l'heure qui va nous expliquer cette partie-là. Alors, juste pour resituer, la dynamite est composée d'un certain nombre d'évolutions. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai mis la loupe un petit peu plus grosse, on va regarder la réurbanisation des fournitures Sésame Vital fonction technique, donc c'est le V113, et on va regarder aussi la réurbanisation des fonctions métiers, mais un petit peu à la marge, parce qu'on avait déjà vu des choses lors des webinaires précédents, également le V106, les nouvelles spécialités médicales, où là aussi, on avait vu des choses lors des précédents webinaires sur le sujet. Alors, je vais maintenant donc laisser la parole à Eric qui va... Alors, hop. Voilà. Dans ce premier point, nous allons parler d'ordre transparent, de la généralisation de leur utilisation dans les FSV 1.40.14 et nous allons faire quelques rappels préalables auparavant. Tout d'abord, des rappels sur les lecteurs Sésame Vital, qu'on appelle aussi terminaux lecteurs ou terminaux lecteurs applicatifs. Par rapport à leur mode d'accès, il existe deux types de terminaux lecteurs. Les terminaux lecteurs les plus anciens ne peuvent être accédés qu'à travers le GALS, c'est-à-dire le gestionnaire d'accès lecteur santé sociale, via le protocole PSS, le protocole santé sociale. Pour les lecteurs plus récents, les terminaux lecteurs plus récents qui sont bimodes, on peut y accéder également à travers le Resource Manager PCSC avec le protocole PCSC. Un TLA ou TL en mode PCSC est vu comme plusieurs lecteurs PCSC par le Resource Manager.
Et quel que soit le mode d'accès, ils savent interpréter les ordres intelligents et les ordres transparents. Donc les ordres intelligents, à titre d'exemple, ce sont des ordres assez évolués qui permettent de lire des cartes, de sécuriser des factures ou des lots, ou de charger des factures, les décharger, alors que les ordres transparents permettent simplement de mettre la carte sous tension, hors tension, ou voir si la carte est présente. Maintenant, nous passons à des rappels sur les lecteurs PCSC natifs. Donc ces lecteurs PCSC, contrairement aux terminaux lecteurs, ne peuvent être accédés que à travers le protocole PCSC via le Resource Manager PCSC. Ils permettent de lire les cartes à puce sur un PC en utilisant donc ce protocole. Et ce protocole PCSC est implémenté sur les 3 OS différents, Windows, Linux ou Mac. Les lecteurs ne connaissent pas Ces lecteurs-là ne connaissent pas les ordres ni transparents ni intelligents. Ils ne savent uniquement communiquer à travers des commandes unitaires TPDU, Transport Protocol Data Unit. Les ordres transparents ont été généralisés dans les FSV 1.40.14, notamment, donc cela apparaît en violet sur le slide, pour les lectures de cartes, mais également pour la sécurisation des factures. Ce qu'apporte cette généralisation des OT, c'est un renforcement de la sécurité, notamment au niveau de la sécurisation, parce que maintenant la signature est faite par les cartes. Et ça permet également de ne plus gérer les OI, les ordres intelligents, et donc de ne plus mixer la sécurisation OI avec une sécurisation qui serait faite par exemple par l'AppCV. Dans ce nouveau point, nous allons parler de l'éclatement des fonctions de mise en forme et de sécurisation, ce qui correspond à l'EV113. Tout d'abord, nous partons des fonctions existantes dans la FSV 1.40.13, formater facture et formater lot. Ces fonctions dans les 1.40.14, nous allons les éclater en plusieurs fonctions. Si nous commençons par formater facture, donc celle-ci est séparée en une fonction que nous appelons également formater facture, mais qui cette fois-ci, contrairement à ce qui est fait dans les 1.40.13, ne va faire que de la mise en forme de facture. Elle est suivie ensuite de fonctions qui servent à sécuriser la facture, donc une fonction chiffrer facture, une fonction signer facture vitale et une fonction signer facture CPS. La fonction formater-lot, quant à elle, est séparée en deux. Une fonction formater-lot qui ne fait que la mise en forme du lot et une fonction signer lot CPS qui permet de signer le lot avec la CPS. L'enchaînement de toutes ces fonctions fait la même chose que ce qui était fait auparavant dans les 1.40.13 lorsqu'on est en présence d'une carte vitale. Par contre, si on est en présence de l'alternative à la carte vitale, l'AppCV, on rajoute à nouveau des fonctions pour la signature avec la carte vitale, enfin avec le support vital, puisque dans ce cas-ci, dans le cas de l'AppCV, nous allons d'abord calculer H de la facture assurée, ensuite appeler le web service signé vital. Donc ce web service vous avait déjà été présenté lors d'une session précédente. Et enfin, nous allons appeler ajouter signature assurée facture. La réorganisation du code a pour objet de séparer les traitements fonctionnels des traitements de sécurité, c'est-à-dire les traitements plus techniques. Les fonctions sont construites de façon à séparer chaque étape de sécurisation. Cela donne donc un accès unitaire à la signature vitale. Cette signature vitale se fait différemment en fonction du support vital. Donc comme on l'a vu, si l'on est en présence d'une carte vitale, on appelle simplement signer facture vitale, alors que lorsqu'on est en présence de l'AppCV, nous avons deux fonctions appelées et un web service. Je vais donc maintenant vous présenter la cinématique d'appel pour constituer une facture.
Donc on part de la mise en forme de la facture en appelant la fonction formater facture. Ensuite on se pose la question, est-ce qu'on est en mode visite, en mode de sécurisation visite ou pas? Si c'est le cas, ça s'arrête là. Si ce n'est pas le cas, on continue et on chiffre la facture. Ensuite, on se pose la question, est-ce que le mode de sécurisation est-il un mode sésame vital ou pas? Donc si ce n'est pas le cas, c'est qu'on est en mode dégradé ou en mode sésame sans vital. Donc à ce moment-là, on passe directement à la signature de la facture par la CPS. Par contre, si on est bien en mode de sécurisation sésame vital, on continue. Et ensuite, on se pose la question du support vital. Est-ce qu'on est en présence d'une carte vitale ou de l'AppCV? Si on est en présence d'une carte vitale, on appelle signer facture vitale. Alors que si on est en présence de l'AppCV, on appelle calculer H facture assurée, le web service signature vitale et la fonction ajouter signature assurée facture. On se pose ensuite la question de savoir si on est en mode désynchro ou pas. Si c'est le cas, on a terminé. Si ce n'est pas le cas, on signe la facture avec la CPS. Toute l'orchestration des appels des fonctions est à faire par le logiciel professionnel de santé. Le plus simple, c'est d'enchaîner les différentes fonctions et appels au web service en fonction des modes de sécurisation et du support vital pour reconstituer les traitements ISO fonctionnels aux anciennes fonctions formater facture et formater lot que l'on avait dans les A4013. Dans ce nouveau point, nous allons décrire les prototypes des nouvelles fonctions. Tout d'abord, formater facture, donc qui je rappelle ne fait que le formatage de la facture et non plus la sécurisation. Donc ce qui change par rapport à l'ancienne fonction formater facture, c'est que tous les paramètres concernant les noms de ressources et le code porteur pour la CPS disparaissent. Par contre, un nouveau paramètre concernant le type de flux apparaît. Donc cette détermination du type de flux, à savoir test, démo ou réel, donc TD ou R, doit être faite par le logiciel du professionnel de santé à partir des types de cartes comme décrit au paragraphe 2.5.1 de l'annexe 1A du cahier des charges. La fonction suivante, donc chiffrer facture, elle donc est nouvelle et sa zone d'entrée contient la zone de sortie de la fonction précédente formater facture. La fonction signer facture vitale est également nouvelle et de la même façon sa zone d'entrée contient la zone de sortie de la fonction précédente, à savoir chiffrer facture. On va s'intéresser maintenant aux deux fonctions qui servent à signer avec l'AppCV. Donc tout d'abord calculer H facture assurée. Donc c'est également une nouvelle fonction. Sa zone d'entrée provient de la zone de sortie de chiffre et facture. Le numéro de série, le paramètre numéro de série contient le numéro de série de l'AppCV obtenu par appel au web service authentification. Pour rappel, ce web service authentification, il est fait lorsqu'on est en présence de l'AppCV au lieu d'appeler la fonction SSV dire droit vital. L'autre fonction qui permet de faire la signature avec l'AppCV, c'est ajouter signature assurée facture. Et donc sa zone d'entrée provient de la zone de sortie de calculer H facture assurée ainsi que de la signature obtenue par appel au web service signature. La dernière fonction à appeler pour finaliser la facture, c'est signer facture CPS, enfin en fonction des modes de sécurisation bien évidemment.
Donc sa zone d'entrée contient la zone de sortie suivant justement le mode de sécurisation, donc issu de chiffrer facture, de signer facture vitale ou d'ajouter signature assurée en fonction également du mode de support vital. Le paramètre numéro logique de situation, lui, il contient le numéro logique de situation issu du groupe 2, obtenu en sortie de la fonction lire carte PS. Et c'est ce même numéro de logique de situation qui est utilisé pour remplir le groupe 1120 en entrée de formater facture. Nous allons donc maintenant parler des deux fonctions qui permettent de constituer le lot. Tout d'abord, formater lot, qui met en forme le lot. Donc on constate que par rapport à l'ancienne fonction existante, tout ce qui concerne les noms de ressources et le code porteur sont des paramètres qui disparaissent. Sur la deuxième fonction que l'on appelle signer lot CPS, la zone d'entrée va contenir le groupe 11 ou 91 issu de la zone de sortie de formater lot, ainsi que le groupe 16 contenant le rond du lot dans la série de lots à sécuriser. Le paramètre numéro logique de situation contient le numéro logique de situation issu du champ 5 du groupe 8 ou 88 en entrée de formater lot. À ce stade, j'attire votre attention sur le fait que le paramètre d'entrée zone data in dans formater-lot et dans signer-lot CPS est différent. Pourquoi? Parce que historiquement, dans formater-lot, on utilisait un pointeur de pointeur sur la zone puisque l'on utilisait des monozones. Mais en fait, depuis déjà quelques temps, on utilise concrètement, dans le code, on n'utilise que des monozones. Et donc, dans la nouvelle fonction signer-lot CPS, on a pris le parti d'utiliser une monozone. Et donc, le format de zdataIn est différent puisqu'il s'agit cette fois-ci d'un simple pointeur sur la zone. Dans ce nouveau point, nous allons faire un focus sur les fonctions TLA et leur évolution dans les 1.40.14. Donc tout d'abord, concernant sécuriser facture, historiquement cette fonction servait dans deux cas, donc dans le cas de la désynchro post ou d'une désynchro TLA. Mais en fait, dans les FSV 1.40.14, elle ne servira plus que dans le cas d'une désynchro TLA, puisque pour ce qui est de la désynchro post, ce n'est plus cette fonction sécuriser facture qui est appelée, mais c'est la fonction signer facture CPS. Donc de fait, cette nouvelle fonction, enfin cette fonction qui n'est pas nouvelle, devient une fonction purement TLA. Cette fonction continue à appeler les OI encapsulés dans des commandes escape de la même façon que le font les autres fonctions TLA lorsqu'on est en présence d'un TLA en mode PCSC. Ou alors par appel direct à l'OI si on est en mode PSS. La deuxième évolution concernant les fonctions TLA concerne la détection automatique, puisque on remplace la détection automatique des lecteurs par la détection automatique des CPS pour les fonctions TLA qu'ils permettent. Donc elles sont listées sur le slide. Décharger facture poste de travail, décharger facture TLA, décharger facture TLA non chiffrée, décharger bénéficiaire et effacer données TLA. Dans ce dernier point, nous allons parler des évolutions fonctionnelles dans les FSV 1.40.14. Ces évolutions fonctionnelles vous ont déjà été présentées lors d'une session précédente et on peut les retrouver dans le V111 ou le V106. Tout d'abord, les évolutions fonctionnelles qui concernent les contrôles métiers qui ont été déportés des FSV vers le logiciel professionnel de santé. En premier lieu,
il n'y a plus de contrôle de cohérence entre le mode de sécurisation et la nature de pièces justificatives. Et donc le groupe 14-20, identifiant la pièce justificative, devient obligatoire. Il n'y a également plus de contrôle de cohérence entre le mode de sécurisation facture et le code couverture bénéficiaire. L'indicateur Alsace-Moselle est obligatoire dans le groupe 15-11 et la nature d'assurance ne dépend plus du mode de sécurisation. La famille PS, le top centre de santé et le code norme d'échange sont déterminés et fournis par le LPS en entrée de format et facture dans le groupe 11-20. Ce sont donc trois paramètres, trois champs en fait, trois nouveaux champs qui ont été rajoutés à ce groupe 11-20. Il n'y a plus de contrôle de cohérence entre la nature de l'assurance et la pièce justificative. Il n'y a plus de contrôle de date dans le cadre de la location. Ces deux contrôles étant faits maintenant au sein du LPS, ils ne sont plus faits dans les FSV. Nous allons maintenant voir ensemble les autres évolutions fonctionnelles qui ne concernent plus des déports de contrôle. Tout d'abord, le groupe 20-20, base de remboursement conventionné AMO, devient obligatoire. Le groupe 18-30, complément de prestation DMT-MT ou télémédecine, devient compatible avec les familles de PS, auxiliaires médicaux et pharmacie. Dans le groupe 1740, le code CIP a toujours une longueur de 13 et non plus de 7. Pour la fonction formater fichier, un nouveau type de destinataire apparaît, la Caisse des Français de l'étranger. Enfin, de nouveaux codes de spécialité de 81 à 86 apparaissent, qui correspond à le V106. Ces codes ne sont plus utilisés dans formater facture, par contre ils sont toujours utilisés dans traduire FSE. Voilà, c'est terminé pour la description des évolutions fonctionnelles. C'est aussi la fin de cette présentation des évolutions des FSV 1.40.14 par rapport au FSV 1.40.13. Je vous remercie. Merci beaucoup, Eric. Alors, Eric, est-ce que tu es là? On va aborder maintenant la question les questions-réponses à l'oral, un certain nombre de questions-réponses à l'oral. Est-ce que tu es là, Eric? Alors, est-ce que tu m'entends, Sylvie? Oui, oui, tout à fait, Eric, je t'entends. Donc, du coup, voilà, on va rallumer les caméras et on va aborder la question les questions-réponses. Alors, si ça t'embête pas, Eric, tu vas me dire, parce que je vais te poser un certain nombre de questions, tu vas me dire quels slides sont concernés et moi je remonte en arrière dans les slides pour aborder la question. Alors, la première question, c'est pourquoi formater l'eau est éclaté en deux fonctions? Le e-vital ne sert pas. Est-ce que le e-vital ne sert pas? Alors là, tu peux me dire quel slide, je dois aller à quel slide pour Alors, voir ça? bon, tu peux aller sur le slide. Par exemple, sur le slide qui est juste après le point 3, qui doit être page 13, a D'accord. priori. Alors attends, le temps que l'outil réagisse, je remonte en arrière. Alors, diapo 13. Donc en fait, ouais, je te laisse Voilà, afficher. diapo 13. Ouais. Voilà, j'y suis. Alors attends, parce que du coup, je vais prendre aussi le petit crayon. Donc Voilà. effectivement, Vas-y. cette fonction formatelo est éclatée en deux fonctions, une fonction qui fait juste le formatage et l'autre la sécurisation. Effectivement, il n'y a aussi aucun rapport avec le nouveau support Vital, puisque là, il n'y a pas de Vital. Là, le but est de vraiment séparer, enfin, c'est aussi un des buts de la réorganisation des fonctions, c'est vraiment de séparer au maximum ce qui est fonctionnel de ce qui est technique. C'est-à-dire que dans le formatage du lot, on va faire tout un tas de contrôles et de mise en forme fonctionnelle.
alors que dans la signature, c'est une fonction purement technique. Voilà l'explication. D'accord. Et là, on retrouve le web service de signature vitale qu'on a expliqué dans le précédent webinaire. Oui, OK, oui, mais là, c'est d'accord. pas pour le lot, oui, mais oui. Voilà. Alors, deuxième question, c'était l'impact sur le temps de formatage d'une FSE par rapport Alors, attends, faut que je relise la question. Tu l'as peut-être vu passer. Ton Oui, impact. j'ai vu passer effectivement. Attends, je vais essayer de la retrouver aussi. Parce que j'ai essayé de noter rapidement, hein, puis en plus là dans l'outil je vois pas tellement bien. Le temps d'impact. Des réponses. Il y avait une question. Alexandre, tu l'as peut-être là. Attendez. Ah, voilà, je la retrouve. Je la retrouve. Quel impact sur le temps de formatage d'une FSE par rapport aux fournitures Cézanne antérieures? Même question pour formater l'eau. Durée de formatage plus long, gain de temps que par rapport à une carte physique. Donc là, c'est une question sur les performances, hein, le temps de Oui, formatage d'une FSE. alors il y a Ouais. plusieurs aspects sur les performances. Alors déjà entre un support vital, donc carte vitale ou app CV, forcément il y a le temps d'appel au web service qui va intervenir. Donc là-dessus, c'est difficile de faire des calculs de performance. Ça dépendra aussi du temps de réponse du web service. Par contre, sur la comparaison que l'on peut faire sur l'enchaînement de toutes les fonctions là, dans les 1.44 ou les anciennes fonctions dans 1.43, donc là-dessus, nous avons fait un benchmark là-dessus sur des tests de performance. Alors, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais globalement, il n'y avait pas une forte dégradation des temps, donc forcément, je crois qu'on était un peu plus long, mais alors pour avoir une réponse plus précise, faudra peut-être que je me replonge dans tous les mesures de benchmark qui ont été faites. Là, je peux pas répondre comme ça en direct sans avoir les chiffres sous les yeux, mais Ouais. voilà. Peut-être c'est quelque chose, ça sera quelque chose qu'on pourra rajouter dans la fac après. Oui, peut-être, voilà. On pourra peut-être donner des éléments de réponse chiffrés dans la fac, effectivement. Ce sera Mhm. plus précis que ce que je pourrais dire à l'oral. Ouais. D'accord. Alors, je regarde les autres questions qui seraient intéressantes d'aborder à l'oral. Alors, dans le mode sécure de formater facture, alors, tu me dis si je dois changer de slide, hein, Eric. Dans le mode sécure de formater facture, on supprime bien le mode 4 désynchronisé. Une facture en mode désynchronisé n'existe donc plus en tant que telle, même si fonctionnellement la sécurisation via CPS peut être dissociée. Seul le mode sésame sans vital et dégradé persiste. Alors, est-ce Oui, que tu... alors par rapport au mode de sécurisation, Sésame Vital ou désynchronisé, pour moi, le mode de sécurisation, il dépend pas forcément des fonctions, mais bien de l'usage fonctionnel qu'on en fait, du cas fonctionnel dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que si on est dans un cas fonctionnel où on enchaîne toutes les fonctions et qu'on sécurise à la fois avec la Vitale et la CPS en même temps, même si les fonctions sont dissociées, effectivement, on est toujours dans un cas dans un mode de sécurisation, pardon, au sésame vital. Alors que si on est pour moi, il y a vraiment rien qui change par rapport à avant, parce que si on est dans un cas fonctionnel où effectivement c'est pas possible d'avoir la première sécurisation vitale qui est immédiatement suivie de la deuxième sécurisation avec la CPS. Typiquement, c'est le cas par exemple, de quelqu'un qui vient faire des analyses de sang, au moment où il va payer, donc on aura sa carte vitale, mais par contre, on n'aura pas à disposition la CPS
de la personne qui va faire l'analyse. Donc là, on est typiquement toujours, on est dans un cas de désynchronisation et voilà, ce cas persiste, mais il n'est pas forcément généralisé à tous les cas. Pour moi, il y a toujours des cas fonctionnels de sécurisation système vital. D'accord, Eric. Alors, j'ai une autre question. Jusqu'à présent, lors de la mise à jour des fournitures Cézanne Vital, une facture sécurisée ou désynchronisée non transmise dans une version précédente. Alors, attendez, parce que mon écran bouge, je vais y arriver. Alors, je repose ma question. Jusqu'à présent, lors de la mise à jour des FSV, une facture sécurisée ou désynchronisée non transmise dans une version précédente pouvait être prise en charge sur le dernier socle technique. Est-ce que l'API 1.40.14 prendra en charge la synchronisation d'une facture et la mise en lot d'une facture éditée en 1.40.13 ou inférieure? Alors là, j'avoue que je pense qu'on va plutôt répondre à cette question ultérieurement, parce que là, je j'ai pas comme ça la Oui, c'est un petit peu réponse. compliqué, ouais. D'accord. Je Bon, suis si pas d'ici la fin, forcément je la veux bien meilleure que personne pour répondre à ça, mais oui. Ouais. Alors, on a les chatteurs là qui bossent aussi, donc peut-être qu'eux, ils ils apporteront Oui, c'est une possible. réponse. Oui. OK. Que se passe-t-il pendant le processus AP carte Vital si les services en ligne ne fonctionnent pas pour X raisons? Tu me Alors, dis sur quel stade d'aller pour la signature AppCV, si le web service ne répond pas, c'est ça la question? La Euh, question, c'est que se passe-t-il pendant le processus AP carte? Tu vois ce que c'est le processus AP carte, AP carte Vital, ben, Bah oui, pour moi c'est si les services en ligne ne fonctionnent pas pour X raisons? Eh bien, je pense qu'on est effectivement si on n'a pas à disposition. Enfin, si le web service ne répond pas, je ne vois pas bien comment on va pouvoir mener à bien la signature vitale avec l'AppCV. Donc, pour moi, on ne peut pas signer avec l'AppCV si le web service ne répond pas. Sylvie, Mhm. c'est Oui, Alexandre. oui, Euh, Alexandre. Oui, donc. donc en fait, aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est que dans ce cas-là, on est dans un cas dit dégradé. Et donc pour le moment, on revient en processus soit feuille de soie papier, soit carte vitale. Et Merci. Merci, Alexandre. courant 2021, on fait des études pour justement voir comment on répond à ces questions où le service en ligne signature, par exemple, ne répond pas. Ou le service ADRI, par exemple, D'accord. aussi. D'accord. Merci, Bon, je n'ai pas merci eu Alexandre. l'occasion de te présenter tout à l'heure, Alexandre. Donc, Alexandre, c'est notre chef de projet du projet Adanum 8 qui a répondu oralement, qui vient de répondre oralement à la question. Merci, Alexandre. Allez, on continue, Eric. Allons-y. Alors, il y a a priori des coquilles dans les champs de ces fonctions techniques entre le dictionnaire de données et les annexes du cahier des charges, notamment sur signer l'OCPS, le type d'identification structure et les numéros d'identification structure sont-ils des champs de cette fonction? Alors, je sais il y a tout un tas, il y a pas mal de, enfin, il y a quelques corrections qui sont prévues sur la documentation. Donc, il y a pas mal de choses qui ont déjà été remontées par le support et qui vont être corrigées dans une prochaine livraison, donc de l'ensemble des documentations. Donc, je pense que ça va en faire partie. D'accord, d'accord. Et cette livraison, elle est prévue quand à peu près, Eric? Dans je pense que c'est dans les prochaines semaines. Je pense que peut-être dans deux ou trois semaines. D'accord. Enfin, elle est en Le mode cours de. sécurisation, oui, Ah, elle est vas-y, en vas-y. cours de rédaction, d'accord. Oui. Non, 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 mais elle est en cours Enfin, de rédaction, c'est les ça? documentations sont prêtes, mais oui, il y a d'autres choses aussi qui D'accord, vont en même temps. d'accord, ok. Le mode de sécurisation zéro est-il possible? Alors, peux-tu me rappeler ce que c'est que le mode de sécurisation zéro, du coup? Et Euh, est-ce qu'il est possible? je pense que c'est mode non sécurisé, il me semble. Bah, pour le coup, je pense que si on veut faire une. Enfin, faudrait que je sois sûr. Attends, il faudrait que je consulte la Oui, spec. vas-y, prends le temps de consulter.
Pour moi, on est sur mode 0. Alors j'en C'est profite, non j'en profite sécurisé. pour, pendant qu'Eric regarde, j'en profite pour dire que le mode dégradé, évidemment, il existe toujours, hein. Voilà. Bon, non, c'est effectivement le mode non Ouais. sécurisé, c'est effectivement pardon, le mode de sécurisation 0, c'est effectivement le mode non sécurisé. Mais par contre, c'est pas un mode de sécurisation qu'on utilise en production, hein. C'est vraiment pour à des fins de test. Donc il faut pas utiliser ce mode. Voilà. Ah bon? Non, faut pas utiliser ce mode de sécurisation là sur le Alors terrain de production. pourquoi j'ai un éditeur qui me pose cette question-là, moi? Je sais Je pas. vais demander à l'éditeur de me dire pourquoi il utilise ce mode 0 si c'est pas. Ou alors c'est pour peut-être les tests au CNDA, non? Si tu me Euh, dis c'est je quoi pense alors? que non, je pense que CNDA ils doivent sécuriser leur facture. Mhm. Ok. Ouais, je pense qu'on pourra avoir ça directement peut-être avec l'éditeur concerné. Oui, tout à fait. Ah ouais. Ok. Donc là, je crois on a fait le tour. Je pose la question au chef de projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions abordées à l'oral, Alexandre? Oui, il y a des cookies dans le champ des fonctions techniques entre le dictionnaire de données et les annexes du CDC, et notamment J'ai sur pas le posé tout à l'heure CDNO cette question? CTS. Si Non, on mais Oui. par contre, on peut dire qu'on va prochainement livrer des 1.40.14.2. Je crois que c'est sur mars ou avril, je sais plus, avec notamment une mise à jour du manuel de programmation par rapport à tous des tickets au centre de service qui ont été faits sur ces derniers mois. oui, enfin oui, c'est ça, oui. Enfin en fait, Alexandre, on avait déjà posé la question, on avait déjà répondu dans le même sens que toi, mais c'est bien de le repréciser, ouais. Ok, Alexandre, est-ce qu'il y a d'autres questions abordées oralement? Non, je ne vois pas. Bon, vous pouvez toujours poser vos questions, hein, les éditeurs, s'il y a besoin. Bon, moi, je vais continuer dans la présentation. Peut-être que je demanderai à nouveau à Eric d'intervenir tout à l'heure. Merci, Eric, en tout cas, pour tes explications et pour la réponse aux questions. Merci Je Sylvie. laisse quand même ton micro allumé au cas où. D'accord. Voilà. Du coup, je vais revenir sur les slides après la présentation d'Eric, parce que moi, j'ai deux, trois petites choses à vous dire avant de terminer le webinaire. Alors, on y va. C'est parti. Alors, on va y arriver, hein. Sur l'outil, je ne sais pas dire. Voilà. OK, on est là pour vous aider. Alors, c'est toujours le slide habituel que je montre. Effectivement, pour tout ce qui est questions techniques sur les packages Addendum 8, Web Service, TLS IAMO, DMP, enfin tous les services proposés qui intègrent l'API Orbital, vous pouvez vous adresser au centre de service du GIE. J'ai mis le mail et le numéro de téléphone. Pour ce qui est question sur le déploiement de l'appli Orbital, vous pouvez vous adresser à Relations Industrielles, mais je vous conseille fortement aussi de suivre l'actualité appli Orbital qui est communiquée lors des rencontres industrielles. On organise plusieurs rencontres par an. Généralement, on parle de l'appli Orbital, voilà, des informations qu'on a sur le sujet concernant le plan de déploiement, enfin de tout planning de déploiement d'appli Orbital. Donc suivez cette actualité-là, puis quand il y a des choses importantes, on les communique par ailleurs, soit par mail, soit par des actus sur l'espace industriel. Il y a un éditeur qui a posé la question tout à l'heure, où est-ce qu'on peut télécharger les fournitures Sésame Vital 1.40.14? Eh bien, vous allez dans la page facture, dans la page fourniture d'agrément, et là vous allez trouver les fournitures sur l'espace industriel, les fournitures FSB 1.40.14. Sinon, pour toutes les questions concernant l'agrément, donc l'agrément des logiciels, l'homologation des dispositifs intégrés, l'autorisation sur les services applicables Vital, que ce soit demande d'authentification ou signature, les téléservices AMO et le DMP, vous pouvez adresser vos questions au CNDA. Il y a deux
Il y a un email qui est précisé là avec l'espace personnel, le site web. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Des formations, bon, bah, du coup, on en a fait pas mal. On a essayé de faire au mieux par rapport aux moyens qu'on avait en période de Covid. Donc des webinaires. Alors effectivement, j'ai eu quelques réactions d'éditeurs qui me disaient oui, mais c'est pas bien, on n'a pas de levée, on n'a pas de prise de parole, on peut pas échanger avec les autres éditeurs. Vous êtes tellement nombreux que je ne peux pas gérer des prises de parole. C'est trop compliqué. Pour l'instant, on fait comme ça. Vous posez vos questions par écrit, on y répond. Évidemment, il y a un modérateur. Mais voilà, je trouve que c'est déjà pas mal en période de Covid. On pourra, quand ça ira mieux, mélanger des webinaires avec des sessions en présentiel. Mais là, voilà, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, vous allez recevoir une enquête de satisfaction à la fin. Justement, c'est le moment d'exprimer vos besoins. Et si vous êtes éditeur et que vous voulez une réunion en privé, enfin en éditeur, juste vous, avec le GIE, ses invités, les experts du GIE, c'est tout à fait possible. Faut l'exprimer dans l'enquête de satisfaction finale. Il y aura moi, j'ai fini la série des webinaires sur la nanomite, mais je peux éventuellement en organiser d'autres si besoin. Il y aura quand même en avril un webinaire sur la partie TLSI-MO avec l'appli Carte Vitale. On n'organise pas de webinaire spécifique sur la partie DMP, l'appli Carte Vitale, parce qu'en fait, la partie DMP, c'est très simple, c'est juste la demande d'authentification appli Carte Vitale qu'il faut mettre en œuvre. Et ça, vous avez le webinaire, le dernier webinaire qui a eu lieu là février, je ne sais plus si c'est janvier ou février, non, ça doit être février, sur les services appli Carte Vitale qui vous expliquent comment implémenter la demande d'authentification appli Carte Vitale. Donc, merci d'avoir participé à ce webinaire. Alors, comme d'habitude, chaque webinaire, en fait, est enregistré et vous avez le replay sur la chaîne GoToWebinar. Comment accéder à cette chaîne GoToWebinar? C'est simple. Déjà, je vais vous envoyer un mail vous disant que le replay est à disposition la semaine prochaine. Et puis sinon, si vous allez sur l'espace industriel sur la page appli Carte Vitale, vous avez une rubrique mes vidéos et là-dedans, il y a un lien vers la chaîne GoToWebinar. Donc, n'hésitez pas à aller consulter cette chaîne. Voilà. Sinon, un certain nombre de vos questions qui n'ont pas été répondues en séance vont être répondues après la séance, soit en privé, soit sur la fac appli Carte Vitale. N'hésitez pas à aller consulter cette fac appli Carte Vitale pour trouver réponse à vos questions. Et si vous ne voyez toujours pas la réponse au bout d'un moment, vous m'envoyez un email à Relations Industrielles et on essaiera de vous contacter le centre de service du GIE Cézanne Vitale. Il se peut qu'un certain nombre de vos questions d'ailleurs rentrent dans le circuit du centre de service du GIE Cézanne Vitale et que du coup, il y ait une réponse qui soit abordée par le centre de service directement. Voilà, merci beaucoup. Répondez à l'enquête de satisfaction et puis peut-être rendez-vous dans d'autres webinaires. À bientôt. Merci. Au plaisir. Au revoir.